Pendant 6 ans, j'ai payé discrètement la facture d'eau mensuelle de 27 € de ma voisine de 84 ans, persuadée qu'elle n'en avait jamais rien su. Le lendemain matin des obsèques d'Yvonne, son fils est arrivé à ma porte avec un avocat et m'a accusé d'avoir profité d'une femme âgée. Les doigts de maître Nathan Vallier étaient déjà sur le sceau de l'enveloppe. Je n'avais même pas fini de la lui tendre. Il l'a simplement saisie comme s'il s'agissait d'une simple formalité, comme si tout ce qui se trouvait à l'intérieur lui appartenait déjà de plein droit. Philippe le regardait faire, les bras croisés et la mâchoire contractée, et pendant une longue seconde, le seul bruit sur ce perron était celui du vent qui soufflait à travers les rosiers morts d'Yvonne. J'ai failli la lui reprendre. Tout mon corps le voulait. Cela faisait 2 semaines que je transportais cette chose dans ma maison comme si elle était radioactive. Et maintenant, un étranger en costume gris s'apprêtait à briser le sceau des dernières paroles d'une femme décédée avant même que je sache ce qu'elle disait. « Attendez », j'ai dit. Nathan a levé les yeux. Philippe n'a pas bougé. « Elle m'a donné ça », j'ai dit. « Pas à vous. Pas à lui. À moi. Si vous allez l'ouvrir, vous allez le faire là où je peux voir, et vous allez le lire à haute voix. » La bouche de Nathan a esquissé quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Bien sûr, Madame Callaway. »« C'est mademoiselle, » j'ai dit. « Et c'est Hélène. » Il a hoché la tête comme si cela lui importait et a glissé un doigt sous le rabat. 6 semaines plus tôt, rien de tout cela n'aurait eu de sens pour moi. 6 semaines plus tôt, j'étais juste une femme de 61 ans vivant seule rue des Glycines, retraitée depuis 2 ans après avoir passé 31 ans derrière le bureau des admissions de l'hôpital Saint-Roch, faisant ce que je faisais le 18 de chaque mois depuis le printemps 2019. Marchant 2 maisons plus loin, entrant par le portail arrière non verrouillé d'Yvonne et payant sa facture d'eau avant même qu'elle ne la voie arriver. Je veux être clair sur un point. Je n'étais pas une héroïne. Je n'essayais même pas d'être gentille. Pas vraiment. Pas dans le sens noble que les gens aiment imaginer. Je faisais ce que l'on fait pour une voisine qui vous rappelle un peu trop ce qui nous attend tous si nous avons la chance de vieillir. Yvonne avait 83 ans. Son mari Léonard avait été électricien pour la municipalité pendant 38 ans. Et quand il est tombé raide mort d'une rupture d'anévrisme dans sa propre allée en octobre 2009, quelque chose dans cette maison est mort avec lui. Le porche, qu'il avait reconstruit lui-même 2 fois, a commencé à s'affaisser dans le coin le plus proche de la porte. Les rosiers qu'il avait palissés le long de la clôture sont devenus sauvages et épineux, fleurissant dans des directions que personne n'avait demandées. Un projecteur à détection de mouvement au-dessus de la porte d'entrée a grillé vers 2015 et est resté éteint parce qu'Yvonne n'était pas prête à payer 40 € à un homme pour monter à une échelle pour quelque chose qu'une simple ampoule pouvait régler. Sauf qu'elle ne pouvait plus monter à l'échelle elle-même non plus. Et elle était trop fière pour demander. C'était Yvonne en une phrase. Trop fière pour demander. J'ai trouvé l'avis de coupure sur sa porte un mardi de mars 2019. Un papier orange, des lettres majuscules, le genre de choses que les compagnies de services publics impriment spécifiquement pour que vous ne puissiez pas prétendre que vous ne l'avez pas vu. Dernier avis. Je passais devant en allant à la boîte aux lettres et cela m'a glacé sur place parce que je savais que si Yvonne voyait ce papier avant moi, elle le brûlerait dans l'évier de sa cuisine avant de laisser quiconque découvrir qu'il lui manquait 27 €. Alors, je l'ai décroché. J'ai appelé le numéro indiqué depuis ma propre table de cuisine, je leur ai donné ma carte bancaire et j'ai payé le solde avant même qu'elle ne rentre de son rendez-vous chez le coiffeur. Et puis, parce que je comprenais quelque chose sur la fierté que je ne pense pas avoir pu expliquer à qui que ce soit à l'époque, j'ai continué à le faire chaque mois. Le 18, avant même que la facture ne puisse devenir un problème, j'y allais et je réglais tout. Discrètement comme une respiration, je ne lui ai jamais dit. Je me disais que ne pas lui dire était tout l'intérêt de la chose. Que la gentillesse ne fonctionnait que si elle n'avait jamais à en ressentir le poids. N'avait jamais à se sentir redevable. N'avait jamais à me regarder de l'autre côté de sa table de cuisine en sachant que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre 27 € par mois avec son maigre revenu de veuve. Je me trompais là-dessus. Je me trompais sur presque tout, comme il s'est avéré. Mais je ne le savais pas encore. La première alerte a commencé en février. J'avais frappé à la porte d'Yvonne un jeudi après-midi avec un plat de gratin parce que c'est ce qu'on fait. C'est la monnaie d'échange d'une rue comme la rue des Glycines. Et quand elle n'a pas répondu après le 3e coup, je me suis dit que ce n'était rien. Elle fait probablement une sieste. Elle est probablement dans le jardin, sourde au monde,
arrachant les mauvaises herbes de ces rosiers qu'elle refusait de laisser mourir. Je me suis dit que ce n'était rien pendant presque 10 minutes, debout sur son perron, avant que le rien ne s'arrête de paraître vrai. Sa porte arrière n'était pas verrouillée, comme toujours, et je suis entré en l'appelant par son nom, et je l'ai trouvée sur le sol de la cuisine entre la cuisinière et le comptoir. Une hanche tordue sous elle selon un angle qui m'a retourné l'estomac avant même que mon cerveau n'ait fini de traiter ce que je regardais. Ses lèvres étaient pâles. Ses yeux étaient ouverts, mais vitreux, sans mise au point. Et quand elle m'a vu, elle n'a pas crié de soulagement. Elle a murmuré, « Ne l'appelle pas, Hélène. Je dois appeler une ambulance. » Pas Philippe. Sa main a trouvé mon poignet avec une force qui m'a surprise. « S'il te plaît, Hélène, pas Philippe. » J'ai appelé l'ambulance. Je n'ai pas appelé Philippe. J'ai repensé à cette décision plus de fois que je ne peux le compter depuis. Je l'ai retournée dans tous les sens, et je ne sais toujours pas si c'était de la pitié ou de la lâcheté, peut-être les deux. L'ambulancier a dit qu'elle était probablement restée au sol pendant près de 40 minutes. Une fêlure à la hanche, rien de chirurgical, mais elle avait 83 ans et était déshydratée, et sa tension artérielle avait chuté. Et le médecin des urgences, un homme à l'air fatigué nommé Dr Morel, dont j'apprendrai plus tard qu'il était à l'hôpital départemental depuis 11 ans, m'a dit en privé dans le couloir qu'une chute comme celle-là à son âge, laissée seule, aurait facilement pu être fatale. A-t-elle de la famille à proximité, m'a-t-il demandé. Un fils vit à l'autre bout du pays, à Lyon. Quelqu'un l'a-t-il appelé? J'ai regardé Yvonne à travers la petite fenêtre de la porte, calée dans le lit d'hôpital, fixant le plafond avec une expression que je ne pouvais pas lire. Elle m'a demandé de ne pas le faire. Le docteur Morel n'a rien dit à cela. Il a juste pris une note sur son dossier. Et je me souviens avoir pensé même alors que quoi qu'il écrive, ce ne serait pas flatteur pour Philippe. La deuxième alerte est venue la semaine suivante quand Yvonne était de nouveau à la maison, installée dans son fauteuil inclinable avec un déambulateur qu'elle détestait garé à côté d'elle comme un invité indésirable. Il a appelé, m'a-t-elle dit, sans quitter la télévision des yeux. Pour mon anniversaire. C'est bien, j'ai dit, parce que je ne savais pas encore que ce n'était pas le 18 juin à 19h12. Elle l'a dit avec la précision d'une femme qui avait mémorisé la forme exacte de sa propre déception. 4 minutes. Il a demandé comment j'allais. J'ai dit, bien. Il a dit, bon. Il devait y aller. Quelqu'un était à sa porte. Je n'ai rien dit. J'étais assise à côté d'elle quand le téléphone avait sonné. Je m'en souvenais maintenant. Je me souvenais de son visage s'éclairant quand elle avait vu l'identifiant de l'appelant, puis s'éteignant lentement au cours de ces 4 minutes comme si quelqu'un avait trouvé le curseur de son bonheur et l'avait baissé par degrés. Il appelait tous les dimanches. Elle a dit que lorsque Léonard était vivant, chaque dimanche, à 18h pile, comme une cloche d'église, elle a ajusté la couverture sur ses genoux. Je ne sais pas quand c'est devenu une perte de temps pour lui. Je me suis dit à ce moment-là que ce n'était pas mes affaires. Que quoi que ce soit de brisé entre Yvonne et son fils l'avait été bien avant que je n'emménage 2 maisons plus loin. Et que la chose la plus aimable que je puisse faire était de ne pas poser de questions, de ne pas gratter une blessure qui n'était manifestement pas refermée depuis des années. Je lui ai préparé une tasse de thé à la place et j'ai laissé la télévision remplir le silence. Je ne comprenais pas encore que le silence dans cette histoire particulière allait me coûter cher. La 3e alerte, je ne l'ai même pas vue venir parce qu'elle s'est produite entièrement sans moi. Yvonne a appelé un avocat spécialisé dans les successions en juillet. Je le sais maintenant à cause de ce qui est arrivé plus tard, mais à l'époque je n'en avais aucune idée parce qu'elle ne l'a jamais mentionné. Pas une seule fois, pas même en passant. Une femme nommée Maître Roselyne Marchand. J'ai appris plus tard qu'elle pratiquait le droit des personnes âgées dans ce département depuis plus de 20 ans avec un cabinet avenue de la République qui se spécialisait presque exclusivement dans des cas comme celui d'Yvonne. Des clients veufs dont les enfants adultes vivaient assez loin pour être des étrangers à la texture quotidienne de la vie de leurs parents. Elle est allée rue des Glycines un mercredi matin pendant que j'étais à mon propre rendez-vous chez le coiffeur. Et au moment où je suis rentré chez moi, il n'y avait rien à voir. Aucun signe que quelqu'un était venu. Aucune indication que quoi que ce soit dans la vie d'Yvonne avait changé. Je ne rencontrerai Roselyne qu'une seule fois, des mois plus tard par téléphone, et elle me dirait prudemment, de la manière dont les avocats vous disent les choses qu'ils ne sont pas obligés de dire mais qu'ils ont décidé de dire quand même, qu'Yvonne avait été inhabituellement précise ce jour-là. Pas émotive, pas vague,
comme le sont parfois les clients en deuil ou effrayés. Elle était venue avec une liste, a dit Roselyne, des legs spécifiques, un raisonnement spécifique, des instructions spécifiques pour ce qui devrait arriver si tout cela était un jour contesté. En 20 ans de métier, m'a dit Roselyne, j'ai eu peut-être 3 clients qui ont planifié leurs propres funérailles de la même manière que votre voisine a planifié ce qui pourrait arriver après. Elle a révisé son testament ce jour-là. J'ai découvert cela 3 mois plus tard, debout sur mon propre perron face à un homme furieux que je n'avais jamais rencontré. Je voudrais dire que j'ai senti que quelque chose était différent dans les semaines qui ont suivi. Un changement dans l'air, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Et je ne vais pas prétendre que ça l'est juste parce que cela ferait une meilleure histoire. Yvonne était la même. Elle se plaignait de sa hanche. Elle nourrissait le chat errant qui vivait sous son porche. Elle m'a demandé début septembre si je pensais que le pardon était quelque chose que l'on devait aux gens ou quelque chose que l'on leur offrait. Et je lui ai dit que honnêtement je n'en savais rien. Et elle a hoché la tête comme si c'était la réponse qu'elle attendait et n'a rien dit de plus à ce sujet. Je repense constamment à cette conversation maintenant. Je pense qu'elle m'interrogeait sur Philippe. Je pense qu'elle savait déjà en septembre que cette conversation sur le perron allait arriver et elle essayait de comprendre à sa manière tranquille si elle avait le droit de se protéger de son propre fils. La 4e alerte fut la chute qui l'a tué, bien qu'il ait fallu 12 jours pour que cela arrive réellement. Elle est tombée à nouveau fin septembre. Cette fois sur les marches du porche que Léonard avait reconstruit 2 fois, le bois finissant par céder sous un poids qu'il avait supporté pendant 15 ans sans se plaindre. Cette fois je l'ai entendu, un craquement puis un bruit sourd, terrible, que j'ai ressenti dans ma propre poitrine avant de comprendre ce que j'entendais. Et j'étais dehors en moins d'1 minute, et cette fois il n'y avait pas d'instruction murmurée de n'appeler personne. Cette fois elle ne pouvait plus parler du tout. Elle a survécu 12 jours à l'hôpital départemental. J'étais là la plupart du temps, pas tout le temps. J'avais ma propre vie à gérer, les courses à faire, mon propre jardin qui restait à l'abandon, mais je passais le plus clair de mon temps assise sur la chaise en vinyle à côté de son lit, à lui lire les romans policiers de poche qu'elle gardait dans un sac en toile près de son fauteuil. Ceux aux tranches cassées et aux tampons de date de retour de la bibliothèque datant d'une décennie plus tôt. Elle sombrait et émergeait. Les bons jours, elle posait des questions pointues sur l'intrigue, agacée si j'avais sauté des pages sans lui dire. Les mauvais jours, elle regardait simplement la fenêtre et j'arrêtais de lire pour rester simplement assise avec elle parce que certains silences n'ont pas besoin d'être comblés. Le docteur Morel était là à nouveau dans les premiers jours avec une interniste nommée Dr Nguyen qui pratiquait la médecine interne depuis 9 ans et qui m'a fait m'asseoir au 6e jour quand il est devenu clair que la pneumonie ne répondait pas aux antibiotiques comme il l'espérait et m'a demandé doucement. De la manière dont on pose une question dont on soupçonne déjà la réponse, si j'étais de la famille, mentionnant un fils à Lyon, a-t-il été informé de son état? J'ai hésité assez longtemps pour que l'expression du docteur Nguyen me dise qu'elle comprenait déjà la nature de la réponse. Je l'appellerai, j'ai dit, aujourd'hui. Je l'ai appelé ce jour-là. C'était la première fois que je parlais directement à Philippe. L'appel a duré 90 secondes. La plupart desquelles il a passé à demander qui j'étais exactement et pourquoi c'était moi qui l'appelais pour l'état de sa mère au lieu d'un médecin. Il a pris l'avion 2 jours avant sa mort. Il était à son chevet pour la fin. Et je veux lui accorder cela. Je veux être juste parce que la justice m'importe même maintenant. Même en sachant tout ce que je sais. Il était là quand cela comptait le plus dans les toutes dernières heures, tenant sa main dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et les fleurs fanées. Et quel que soit le chagrin qui passait sur son visage dans cette chambre, il me semblait tout à fait réel. Je ne pense pas que le chagrin et la culpabilité soient si différents vus de l'extérieur. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir depuis. La 5e alerte fut l'enveloppe elle-même, et cela s'est produit 2 semaines avant la mort d'Yvonne dans un moment si calme et si étrange que j'en ai à peine enregistré l'importance jusqu'à bien plus tard. Elle m'a appelé un mardi soir. Elle était plus maigre à ce moment-là, se déplaçant avec précaution, mais lucide, vive, entièrement elle-même. Elle avait une enveloppe Kraft sur la table de chevet à côté de son fauteuil, scellée, et elle l'a ramassée à 2 mains comme si elle pesait plus lourd que du papier. « J'ai besoin que tu gardes ça », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose que je veux que tu aies. » Ne pas ouvrir. Ses yeux ont trouvé les miens, stables, sans ciller. « Est-ce que tu me comprends, Hélène ? Ne pas ouvrir. Jamais, à moins que quelqu'un ne vienne te voir en ayant besoin. Qui viendrait en avoir besoin ?
Elle a regardé l'enveloppe pendant un long moment avant de répondre. Donne-la à l'avocat, a-t-elle dit. Si Philippe en amène un. Je me souviens du frisson exact qui m'a parcouru à cette phrase parce qu'elle impliquait un scénario que je ne m'étais pas permis d'imaginer. Philippe, un avocat. Une future confrontation qu'Yvonne attendait apparemment, et pas moi. Yvonne, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Elle a pressé l'enveloppe dans mes mains, et sa poigne, aussi frêle soit-elle devenue, était de fer. Je suis juste une vieille femme qui aime être préparée. Fais-moi plaisir. J'ai ramené l'enveloppe chez moi. Je l'ai mise dans le tiroir de ma console d'entrée sous une pile de sets de table inutilisés. Et j'ai essayé très fort de ne pas y penser, et j'ai plutôt bien réussi. Jusqu'au matin après ses funérailles, quand j'ai trouvé un autre morceau de papier, une note de la main d'Yvonne, laissée là où j'étais sûr de la trouver. Elle n'ira avoir fait quoi que ce soit de spécial. Ne l'embarrassez pas en discutant. Je n'ai pas compris cette note non plus. Pas au début. Je la comprends maintenant. Elle n'écrivait pas des instructions pour elle-même. Elle les écrivait pour quiconque viendrait chercher une explication sur moi. Les funérailles furent modestes, comme Yvonne l'aurait voulu. Une poignée de voisins, un prêtre qui avait manifestement fait ses recherches car il a mentionné le treillage de rose de Léonard par son nom, et Philippe debout à l'avant dans un costume noir qui semblait avoir été acheté pour l'occasion. Acceptant les condoléances avec la posture raide et prudente d'un homme déterminé à ne pas s'effondrer en public. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai mal dormi. Et le lendemain matin, avant même d'avoir fini mon café, on a frappé à ma porte. C'était Philippe. Il n'était pas seul. L'homme à ses côtés s'est présenté avant même que Philippe ne dise un mot. Maître Nathan Vallier, je suis avocat, et il m'a tendu une carte de visite que je n'ai pas prise parce que mes deux mains étaient encore serrées autour de mon mug de café et parce que quelque chose dans sa façon de dire avocat, de manière plate et procédurale, me disait que ce n'était pas une visite de condoléances. Pouvons-nous entrer, a demandé Nathan. Vous pouvez rester sur le perron, j'ai dit. Le visage de Philippe était crispé, les muscles de sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait quelque chose d'amer. Il a fouillé dans sa veste et a sorti un papier plié. Et quand il l'a déplié et l'a tendu vers moi, je l'ai reconnu avant même de lire les mots. Une facture d'eau. Mon nom imprimé proprement en haut là où la compagnie des eaux avait toujours inscrit le titulaire du compte. Moi parce que c'était moi qui payais parce que c'est ainsi que je l'avais mis en place en 2019. Pour qu'Yvonne ne voie jamais son propre nom attaché à une dette qu'elle ne pouvait pas couvrir. Vous avez une explication pour ça, a lancé Philippe. J'ai pris le papier de ses mains. Et là, sous le type imprimé, à l'encre bleue et avec une écriture que j'aurais reconnue entre mille, il y avait une seule ligne. Hélène a payé ceci depuis 2019. Mon estomac s'est noué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le fait d'être prise sur le fait, et tout à voir avec la compréhension soudaine et vertigineuse qu'Yvonne avait su tout le temps. Chaque mois, chaque marche discrète vers son portail arrière, chaque facture que j'avais payée en pensant protéger un secret. Elle avait su, et elle n'en avait jamais rien laissé paraître, et elle avait apparemment tenu un registre. 3 jours avant les funérailles, a dit Philippe. J'ai reçu une copie du testament révisé de ma mère. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, j'ai dit, et c'était vrai, et c'est sorti comme un mensonge, comme les choses vraies le font parfois quand on les dit trop vite. Philippe a ri d'un rire bref et sans humour. Ne prétends pas être surprise, Hélène. Nathan s'est avancé, dossier à la main, sa voix fluide de la manière particulière d'un homme qui a dit la même phrase à beaucoup de gens effrayés. J'examine si les dernières décisions de madame ont été prises sous une influence indue. Étant donné son âge, son isolement et un schéma d'implication financière secrète de la part d'une personne non apparentée. Pardon. Cela soulève des questions, a dit Nathan. C'est tout ce que je dis à ce stade. La chaleur qui est montée dans ma poitrine à ce moment-là n'est pas quelque chose dont je suis fier, mais elle était honnête et je l'ai laissée transparaître. J'ai payé une facture d'eau, 27 € par mois pendant 6 ans, parce que votre mère était trop fière pour demander de l'aide à qui que ce soit, et je ne voulais pas qu'elle reste dans le noir. Vous l'avez rendue dépendante de vous, a dit Philippe. À quand remonte votre dernier appel à votre mère, lui ai-je demandé, sa mâchoire serrée. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait faire demi-tour et partir. Ce n'est pas pertinent. Le 18 juin, j'ai dit. Son anniversaire. Vous avez appelé à 19h12 et raccroché à 19h16.
J'étais assise juste à côté d'elle quand l'appel s'est terminé et j'ai regardé son visage pendant les 4 minutes entières. Il n'a pas répondu à cela. Je ne pense pas qu'il le pouvait. Elle est tombée en février, j'ai dit, sur le sol de sa cuisine. Le saviez-vous? Son visage est devenu plus livide. Non, elle est restée au sol pendant presque 40 minutes avant que je ne la trouve. Fêlure de la hanche, déshydratation, tension artérielle qui a fait peur au médecin des urgences au point qu'il m'a demandé 2 fois si elle avait de la famille qui devrait être prévenue. Pourquoi n'ai-je pas été appelé? Parce qu'elle m'a supplié de ne pas le faire, j'ai dit, et j'ai vu cela s'abattre sur lui comme un coup physique. Elle m'a dit que vous utiliseriez cela comme une autre excuse pour la mettre en maison de retraite, et elle aurait préféré mourir sur le sol de cette cuisine plutôt que de laisser cela arriver. Philippe m'a regardé de la manière dont on regarde quelqu'un qui vient de vous dire quelque chose que vous soupçonniez déjà, mais que vous aviez passé des années à refuser de regarder en face. Nathan s'est raclé la gorge, et quand il a repris la parole, sa fluidité procédurale s'était un peu amincie, comme un homme recalculant en temps réel. Nous essayons seulement de comprendre la situation globale ici. Les tribunaux de succession prennent l'influence indue au sérieux, mademoiselle Callaway, particulièrement avec des clients âgés qui étaient isolés et avaient des contacts fréquents et non surveillés avec un bénéficiaire non familial. Monsieur a 90 jours à compter du dépôt du testament pour contester. Le compte à rebours est déjà lancé. Donc, c'est un ultimatum, j'ai dit. Pas une conversation. C'est les deux, a dit Nathan, et il a eu la décence d'avoir l'air vaguement mal à l'aise en le disant. Les bras de Philippe s'étaient légèrement desserrés le long de son corps, et juste un instant avant qu'il ne se reprenne et ne les croise à nouveau, j'ai vu quelque chose qui ressemblait moins à de la colère et plus à un homme debout au bord d'un trou qu'il avait creusé pour lui-même. Et ne remarquant que maintenant sa profondeur. Je n'essaie pas d'être cruel, a-t-il dit, plus calmement que tout ce qu'il avait dit jusque-là. Je ne comprends tout simplement pas comment une étrangère a fini par en savoir plus sur les 6 dernières années de ma mère que moi. Je n'étais pas une étrangère, j'ai dit. J'étais la personne qui était présente. Il a tressailli à cela, un petit geste mais réel. Et Nathan, sentant le terrain se dérober sous son propre dossier, a redressé son porte-document comme s'il pouvait ramener le moment sur un terrain procédural. Alors vous devriez tout voir, j'ai dit. Pas seulement la partie où une étrangère a payé une facture d'eau. La partie où son propre fils a laissé une femme de 80 ans passer des mois sans un appel téléphonique et veut maintenant savoir pourquoi quelqu'un d'autre est intervenu. Les bras de Philippe se sont resserrés sur sa poitrine. Voir quoi exactement? Votre mère n'a pas seulement écrit une note sur une facture d'eau, Philippe. J'ai senti mes mains trembler et je n'ai pas essayé de le cacher. Elle a laissé des instructions exactement pour ce moment. Quelque chose a vacillé dans son expression, la première véritable incertitude que je voyais depuis son arrivée. De quoi parlez-vous? Je leur ai demandé d'attendre et je suis entré, et mes mains tremblaient assez fort maintenant pour que je doive les caler contre la console du couloir avant de pouvoir ouvrir le tiroir sous les 7 de table. L'enveloppe était exactement là où je l'avais laissée, intacte, plus lourde dans mes mains qu'un morceau de papier n'avait le droit de l'être. Écrit sur le devant, de la même main soignée qui avait avoué connaître la facture d'eau, se trouvaient 9 mots qui ont fait vaciller le sol sous mes pieds, pour l'avocat que Philippe engagera s'il conteste mes décisions. Je l'ai rapporté dehors. Les yeux de Philippe se sont fixés dessus à la seconde où j'ai franchi la porte, et j'ai vu quelque chose dans sa posture passer de la colère à quelque chose de plus proche de la peur. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Je l'ai tendu vers Nathan. Ses doigts cherchaient déjà le seau. Il a tiré une seule feuille de papier à lettres pliées de l'intérieur de l'enveloppe, du bleu pâle, celui qu'Yvonne utilisait pour chaque carte et chaque lettre que j'avais reçue d'elle, ainsi qu'un second document plus épais agrafé au coin. Et un troisième élément qui ressemblait d'où je me tenais à une carte de visite attachée à une lettre formelle. Nathan a lu le papier à lettres d'abord à haute voix exactement comme je l'avais exigé. À quiconque lit ceci, si vous êtes debout sur le perron d'Hélène Callaway avec un avocat, l'accusant de profiter de moi, alors je suis morte, et j'ai besoin que vous entendiez ceci de ma part avec mes propres mots avant d'aller plus loin. Les bras de Philippe se sont desserrés lentement. Nathan a continué de lire. Hélène ne m'a rien demandé, pas une seule fois en 6 ans. J'ai découvert ce qu'elle faisait à l'automne 2019, 3 mois après qu'elle a commencé, parce que j'ai finalement pris mon courage à 2 mains pour demander moi-même à la compagnie des eaux pourquoi ma facture n'arrivait plus. Je ne lui ai jamais dit que je savais parce que je comprenais mieux que quiconque ce qu'il lui en coûterait si je l'obligeais à s'expliquer.
Certaines gentillesses ne fonctionnent que si vous laissez l'autre personne croire qu'elle s'en sort sans être vue. J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'avais pas su que cette phrase existait. Je n'avais jamais imaginé Yvonne assise quelque part en train de l'écrire. Et l'entendre maintenant avec la voix plate d'avocat de Nathan me donnait l'impression de recevoir quelque chose que je n'avais pas mérité. Si mon fils conteste mon testament, c'est parce qu'il ne peut pas accepter qu'une voisine m'ait montré plus d'attention en 6 ans qu'il ne m'en a montré au cours de la dernière décennie de ma vie. Je ne dis pas cela avec colère. Je le dis parce que c'est vrai et parce que je connais Philippe assez bien pour savoir qu'il aura besoin que ce soit écrit noir sur blanc par quelqu'un avec qui il ne peut plus se disputer. Le visage de Philippe était devenu très figé. À cette lettre est jointe une évaluation de capacité effectuée par le docteur Mark Felt à ma demande en juillet de cette année confirmant que j'étais saine d'esprit quand j'ai révisé mon testament. Est également jointe une lettre de mon avocate, maître Roselyne Marchand, qui pratique le droit des personnes âgées dans ce département depuis plus de 20 ans, et qui a été témoin à la fois de l'évaluation et de la signature. Et qui peut confirmer qu'Hélène Callaway n'était présente pour aucune des deux, ne connaissait pas le contenu de mon testament, et n'a rien demandé ni bénéficié de rien au-delà de ce que j'ai choisi de mon plein gré de lui léguer. Nathan a tourné vers le second document, l'a parcouru, et j'ai regardé son calme professionnel se recalibrer en temps réel. L'immobilité particulière d'un homme réalisant que le dossier qu'il construisait venait d'être démantelé par la personne qu'il supposait être la victime. C'est daté, a-t-il dit doucement, principalement pour lui-même. 14 juillet, notarié, attesté par 2 parties. Il a levé les yeux vers Philippe. Votre mère a fait effectuer une évaluation formelle de sa capacité 4 mois avant son décès, anticipant spécifiquement une contestation de son testament. Ce n'est pas possible, a dit Philippe, mais la certitude avait quitté sa voix. C'est daté et signé, a dit Nathan. Je devrais vérifier directement avec le docteur Felt, mais à première vue, c'est exactement ce que cela semble être. Ce qui a suivi n'a pas été une scène, pas le genre de confrontation que le moment aurait pu appeler dans une autre histoire. Philippe n'a pas crié. Il n'est pas parti en furie. Il est resté sur mon perron, tenant la lettre que Nathan lui avait rendue, lisant l'écriture de sa mère pour ce que j'imagine être la 4e ou 5e fois, et quelque chose sur son visage s'est simplement brisé tranquillement, de la manière dont un souffle retenu finit par se relâcher. Elle savait, a-t-il dit, pas à moi. Pas vraiment à personne. Elle savait tout, j'ai dit. Elle l'a toujours su. Nathan Vallier a fermé son dossier. Monsieur, je vous déconseillerais de poursuivre une contestation formelle. D'après ce que j'ai sous les yeux, vous contesteriez un testament que votre mère a spécifiquement blindé contre toute contestation avec une documentation provenant d'un évaluateur agréé et d'une avocate spécialisée. Je ne dis pas cela en tant qu'avocat de votre opposante. Je le dis en tant que votre avocat. Philippe ne lui a pas répondu. Il regardait toujours la lettre. Je voudrais vous dire que je me suis senti victorieuse à ce moment-là et une petite partie de moi, fatiguée, l'était. Mais surtout ce que je ressentais debout sur mon propre perron avec l'écriture d'une femme morte suspendue dans l'air entre nous était du chagrin pour Yvonne évidemment. Mais aussi étrangement pour Philippe qui avait passé la dernière décennie de la vie de sa mère à une distance qu'il ne pouvait apparemment plus justifier à lui-même et qui allait maintenant devoir vivre avec cette distance de façon permanente. Sans plus aucun dimanche pour rattraper ceux qu'il avait manqués. Je voudrais voir le testament, a-t-il dit finalement doucement. Le legs réel. Quoi? Elle vous a laissé. Je ne l'avais pas vu non plus. Pas encore. Pas vraiment. Et Nathan, sentant peut-être que tout ce qui venait ensuite devait se passer sans lui debout là dans son costume gris, a proposé de s'effacer et de laisser le cabinet de Maître Marchand nous envoyer une copie directement à tous les deux. Elle est arrivée 4 jours plus tard. Yvonne m'avait laissé le contenu d'un petit compte d'épargne, 10 000 €, de l'argent que je ne savais pas qu'elle avait, de l'argent que je soupçonne qu'elle avait mis de côté discrètement exactement dans ce but depuis le jour où j'avais empêché un avis de coupure de parvenir entre ses mains. Elle a laissé la maison à Philippe. Elle a laissé les outils de Léonard toujours accrochés dans le garage exactement comme il les avait laissés au fils de Philippe, un petit-fils que je n'avais jamais rencontré, avec une note demandant qu'il soit utilisé et non vendu. Elle avait pensé à tout le monde. Elle avait tout prévu à l'avance avec le même soin tranquille et méticuleux qu'elle avait apporté à garder sa lumière de Porsche allumée, même après qu'elle soit restée éteinte pendant des années. Philippe m'a appelé en novembre, 5 semaines après les funérailles. J'ai failli ne pas répondre. Je voulais m'excuser, a-t-il dit sans préambule quand j'ai fini par décrocher.
pour l'avocat, pour tout ça. Vous n'êtes pas obligé. Si, en fait. Une pause. Des parasites sur la ligne. J'ai parcouru certaines de ces affaires. Il y a une boîte de cartes. Chaque carte que je lui ai envoyée. Remontant à quand j'étais gosse, elle les a toutes gardées. Une autre pause plus longue. J'en ai envoyé peut-être 4 au cours des 10 dernières années. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je n'ai rien dit. Et il a semblé comprendre que mon silence n'était pas un jugement, juste de l'espace, l'évaluation, a-t-il dit finalement. Dr Felt, savez-vous pourquoi elle a fait ça? En juillet, j'y ai repensé, à la conversation de septembre, celle sur le point de savoir si le pardon était dû ou offert. Je pense qu'elle savait que cela allait arriver. J'ai dit d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'elle voulait s'assurer que quoi qu'il arrive, personne ne puisse dire que ce n'était pas sa décision. Elle vous a protégé de moi, a dit Philippe. Et il n'y avait plus de colère. Juste une sorte d'honnêteté épuisée. Même après tout, elle vous a protégé de son propre fils. Elle a protégé ses choix, j'ai dit. Il se trouve juste que j'en étais un. Nous n'avons pas parlé longtemps après cela. Il a mentionné qu'il reviendrait au printemps pour s'occuper de la maison. M'a demandé si je garderais un œil dessus entre-temps, de la même manière que j'avais gardé un œil sur sa mère, et j'ai dit que je le ferais, et je le pensais. La maison de la rue des Glycines a été vendue en juin suivant à un jeune couple avec un chien et l'habitude de laisser leur lumière de porche allumée chaque soir, même quand ils sont à la maison. Je passe encore devant parfois. Les rosiers ont disparu, taillés et replantés en quelque chose de plus ordonné. Quelque chose qui ne poussera probablement jamais de façon sauvage comme ceux de Léonard. Je ne raconte pas beaucoup cette histoire. Ce n'est pas vraiment le genre de chose qui s'insère proprement dans une conversation. Et il y a une version de celle-ci qui sonne, si on la raconte mal, comme si je demandais un crédit que je n'ai jamais voulu. Mais de temps en temps, le 18 du mois, je me surprends encore à jeter un coup d'œil au calendrier par habitude. Un vieux rythme dont mon corps ne sait pas tout à fait défait. Et je pense à une femme de 83 ans qui a passé 6 ans à me laisser croire que j'étais celle qui gardait son secret alors que pendant tout ce temps c'était elle qui gardait le mien. Je pense qu'elle aurait aimé savoir ça. Je pense que c'est exactement le genre de plaisanterie qu'elle aurait apprécié. La note sur la facture d'eau dans la marge, l'enveloppe dans le tiroir, toute l'architecture tranquille d'une femme s'assurant que même après son départ, personne ne pourrait jamais mal raconter son histoire. Elle n'ira avoir fait quoi que ce soit de spécial, disait sa note. Ne l'embarrassez pas en discutant. Je pense qu'au final j'avais compris cette note exactement à l'envers. Il ne s'agissait jamais de moi ni en quoi que ce soit. Cette histoire nous rappelle avec force que la dignité n'a pas de prix et que la solitude des personnes âgées est souvent plus profonde que nous ne voulons l'admettre. Yvonne, malgré sa fragilité physique, a fait preuve d'une force de caractère et d'une lucidité impressionnante en orchestrant sa propre protection et celle de sa voisine. La leçon ici est double, d'abord, que les actes de bonté désintéressés finissent toujours par porter leurs fruits, même de manière inattendue. Ensuite, que nous devons être présents pour nos proches tant qu'il en est encore temps, car le pardon ne peut pas toujours combler le vide laissé par des années d'absence. Hélène n'a pas seulement payé des factures, elle a offert une présence silencieuse qui a permis à Yvonne de rester chez elle, dans ses souvenirs, jusqu'au bout. C'est un magnifique hommage à l'amitié entre voisins et à la vigilance bienveillante. Et vous, avez-vous déjà aidé quelqu'un en secret ou connu une personne dont la fierté cachait une grande vulnérabilité? Comment auriez-vous réagi à la place de Philippe en découvrant la vérité sur les dernières années de votre mère? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire, cela m'intéresse beaucoup de vous lire.